Vous citiez, Monsieur Corvol, il y a quelques instants, vous citiez Stephen Hawking qui, juste quelques jours avant de disparaître, a parlé de l'intelligence artificielle, qui sera l'un des outils de la médecine du futur. Et Stephen Hawking disait que c'était dans l'histoire de l'humanité peut-être un peu comme on avait dit de l'atome d'ailleurs, la meilleure ou la pire des choses. Dans la relation nouvelle qui va s'établir, puisque c'est aussi l'un des éléments de la médecine du futur, entre le patient et le médecin, dans cette décision partagée, d'ailleurs qu'évoquait tout à l'heure M. Maranaki, qu'est-ce qui va rester du partage, du réel partage, sachant que le patient que je suis n'aura jamais accès aux datas, à la façon dont les datas sont utilisées, et donc finalement la relation entre vous et moi sera d'une très grande complexité. Vous touchez là du doigt quelque chose qui effectivement est au cœur du problème, parce que le médecin ne peut pas savoir effectivement la manière dont la proposition de diagnostic, la proposition de thérapeutique aura été faite. Il pourra analyser la littérature, comme il le fait aujourd'hui, mais aller au-delà de ce type d'information sera pour lui impossible. Donc je pense qu'il sera effectivement dans une... en tout cas, dans les premiers temps de l'intelligence artificielle, il va être extrêmement démuni. C'est pour moi indiscutable. La deuxième chose, c'est ce que nous appelons le colloque singulier entre le médecin et le malade va se trouver terriblement amputé, parce que on peut, avec son expérience et avec la littérature, argumenter, dire mais si, et puis voilà. Donc là, comment ça va se passer? À partir du moment où vous aurez un résultat avec un intervalle de probabilité de vous tromper de plus en plus rétréci au fur et à mesure des progrès, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Il faut le dire quand on ne sait pas. Donc, je demande à voir. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, nous pensons que l'intelligence artificielle va nous résoudre nos problèmes un petit peu comme un coup de baguette magique. Je crois que nous devrions être beaucoup plus humbles. Il y a 15 ans ou 10 ans, on parlait très peu d'épigénétique. Aujourd'hui, on rajoute l'épigénétique. Le microbiote, on en parle, c'est la première fois que peut-être même aux tables d'armoire, on parle de microbiote, comme l'a fait Michel Goldman. Alors le microbiote, c'est un monde en soi. Les facteurs d'environnement, c'est un monde que nous commençons à pouvoir mesurer. Donc tout cela va se surajouter, mais entraîner en même temps une complexité telle que j'imagine qu'il y aura une variabilité qui ne se réduira pas facilement. Plus le risque, dans cette relation nouvelle entre vous et nous, les patients, je dirais la part du risque, nous sommes passés de la verticalité de la connaissance, du pouvoir en général, politique, scientifique, culturel, à l'horizontalité des réseaux, qui nous donne accès à ce qui pourrait nous apparaître comme un savoir ou une connaissance, et qui la plupart du temps n'est qu'un tout petit morceau de la connaissance. Et donc au fond, nous allons entrer dans une relation, vous et moi, où moi je prétendrai savoir, vous sachant que je ne sais pas, et là-dessus s'instruit un enjeu de toute première importance, qui est la santé de nous tous. Si c'est sur un mensonge ou une approximation, c'est très inquiétant. Non, je pense qu'on va avec cela obligatoirement améliorer progressivement notre diagnostic. Ça, c'est, je pense, quand même très important. Le pronostic, c'est la chose la plus difficile en médecine. Je pense que ce sera une amélioration, mais quand je vous parle, par exemple, de 3%, 5% de risque de faire une maladie cardiovasculaire. Parce qu'après tout, nous, les big data, dans le cardiovasculaire, on les a fait depuis longtemps. L'étude de Framingham, elle a 3 générations, elle comporte des milliers de sujets. Les essais thérapeutiques dans mon domaine, c'est habituellement 10 à 15 ans sur 20 à 50 000 patients. Donc on a ces données-là. Mais en même temps, si vous regardez les marges d'incertitude, elles sont grandes, d'une part, je dois dire qu'elle varie aussi terriblement en fonction des pays. Nous nous fondons aujourd'hui, à l'heure actuelle en France, sur des données qui ont été établies pour la plupart aux États-Unis. Et donc, nous sommes obligés de changer d'algorithme et d'équation suivant le pays.
l'équation de Framingham vaut pour la ville de Framingham, qui est une petite ville tout à fait particulière au nord de Boston, avec des sujets plutôt blancs que des sujets noirs, etc. Donc nous avons en Europe une nouvelle équation qu'on appelle l'équation de Laurier, qui en quelque sorte tient compte des spécificités loco-régionales de nos modes de vie. Donc je pense qu'on va dans une médecine de complexité, ça c'est sûr. Alors ça c'est un enjeu aussi extraordinairement intéressant. Et d'ailleurs j'ai trouvé très juste et très fine la question posée tout à l'heure sur l'enjeu clinique. Vous avez entre les mains des outils absolument extraordinaires. Et d'ailleurs on a vu en effet les progrès magnifiques de la recherche aujourd'hui. Mais qu'en est-il de l'enjeu ontologique de la personne moi, quand j'ai écouté, comme vous tous, comme nous tous, tout à l'heure, M. Maraninki, ce qui m'a non seulement intéressé, mais touché, c'est son investissement humain, la part humaine qui apparaît dans son expression. La vôtre, face à des outils d'une complexité absolue, qui m'ont fait penser au film de Kubrick. Vous savez, à la fin du film, quand le dernier habitant du vaisseau est face à l'ordinateur, et on voit bien que la décision, elle n'est pas simple. D'ailleurs, l'ordinateur, oui, HAL souffre. Oui. Oui. L'ordinateur souffre aussi d'être mis au rencard et d'être pilote, et que finalement le pilotage du vaisseau spatial revient à l'homme. C'était une superbe allégorie. Une superbe allégorie, absolument. Non, je crois que l'empathie, d'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on cherche à doter les robots d'une empathie. Moi, ça me fait quand même un peu rêver, mais enfin, c'est quand même ça. Je veux dire, l'empathie joue un rôle essentiel. Les psychologues le savent très bien. Et la manière, si pourquoi effectivement Dominique Maraninki a été aussi chaleureux, c'est que dans le traitement, dans l'annonce diagnostique, qui est tellement délicate, dans la mise en route du traitement, dans le suivi d'un patient cancéreux, il n'y a pas que les big data, il n'y a pas uniquement la médecine personnalisée, c'est le rapport personnel avec son malade. Et je pense que c'était absolument essentiel. C'est pour ça que je crois que j'ai fait médecine quand j'étais tout petit, comme dirait Bernard Kouchner. Je n'avais pas du tout l'intention de faire une médecine scientifique. Et je me suis retrouvé là. Et je ne le regrette pas. Mais c'est vrai qu'il va falloir que nous trouvions notre place. Exactement comme le cartoon de Michel Coleman, il va falloir qu'on pousse un petit peu l'ordinateur. Mais alors, l'un des enjeux aussi de la médecine du futur, c'est ce que beaucoup d'entre vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire une démocratie sanitaire. Alors interrogeons-nous non plus sur ce que pourrait être une démocratie sanitaire, sachant que la gestion des datas va se trouver aussi entre les mains, par exemple, des assurances. Et que les assurances, elles ne fonctionnent pas tout à fait comme la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système par répartition. Donc la démocratie sanitaire, est-ce que c'est une utopie ou est-ce que nous sommes capables aujourd'hui véritablement de la mettre en place ? Moi, j'observe et je me dis qu'effectivement, il y a attention danger. Parce qu'avec l'ensemble de ces données, effectivement, on peut individualiser les primes d'assurance de manière absolument outrancière. À l'heure actuelle, on raisonne par paquet, si je peux dire. Mais là, on peut avoir une précision monstrueuse, avec en plus les antécédents familiaux, etc. Donc, je suis extrêmement soucieux, quoi, je dois le dire. Parce qu'on peut passer effectivement d'un système solidaire, qui est la base d'une mutualisation, je dirais, judéo-chrétienne de notre devenir, à une vue purement mercantile des choses. Alors je suis d'un autre côté partagé, parce que je pense que les assurances ont mis des moratoires. Il y a eu, comme vous le savez, par exemple pour les maladies rares, il y a eu des moratoires qui ont été mis en place. Et d'autre part, quand les assurances ont exagéré, il y a eu une réaction du public. Si vous vous rappelez bien, par exemple, les AGF, pour ne pas les nommer, proposaient un système d'assurance avec, un petit bonus. Quelqu'un qui avait un cholestérol élevé avait des réductions avec les yaourts Danone ou je ne sais quel type de yaourt. Alors, vous voyez où on va, quoi. Donc, ça a été stoppé. Mais j'ai gardé quand même quelques cartoons assez amusants du domaine. Mais au fond, quelle est aussi, c'est un point important, quelle est votre, non pas capacité, mais presque devoir de résistance dans une économie aujourd'hui qui est ce qu'elle est, on peut porter tous les jugements
et certains sont légitimes, qui est assez peu redistributive, qui a pour projet principal le profit. Comment construire une économie, une démocratie sanitaire sur un système économique qui démontre à l'évidence que le profit passe avant la personne? Je pense que le corps médical, effectivement, alors là, en collaboration avec les économistes de la santé dont on parlait tout à l'heure, a une responsabilité forte pour pouvoir effectivement tempérer ce type de dérive. Le corps médical, mais aussi le corps soignant non médecin, sur lequel on n'a pas insisté, mais tout cela va transformer radicalement aussi. Je vais intituler mon topo la médecine du futur, mais le futur de la médecine. Parce que la médecine va obligatoirement être affectée, dans le sens d'elle va être perturbée, elle doit trouver son chemin dans tout cela. Et notamment les soignants, je dirais que c'est très important, et bien sûr le patient. Donc entre l'ubérisation de la médecine, que certains redoutent, entre je dirais la crainte qu'on peut avoir de la mercantilisation des données, avec en plus l'histoire qui vient d'arriver avec Cambridge Analytica, on peut effectivement s'inquiéter. Je pense que le corps médical a plus que jamais une responsabilité, je dirais, sociétale. Finalement, ce que ça nous apprend, c'est qu'on a, dans ce domaine-là, à la fois le côté scientifique, technique, le côté éthique et le côté sociétal, avec, in fine, le politique qui doit être éclairé pour toutes ces incidences qui affectent tellement notre manière de gérer notre santé. Mais ce que vous décrivez, au fond, c'est un fait politique. Oui. Au meilleur sens du mot politique. Comment partage-t-on l'espace de la cité? Exactement. Est-ce que le médecin, comme souvent il l'a fait, se met en retrait du politique en disant « c'est pas mon affaire ». Le médecin hospitalier, je le regrette, n'a pas pris à un moment donné, en France en tout cas, les responsabilités qu'il aurait dû prendre. Alors, je suis le premier peut-être à ne pas l'avoir fait, mais en tout cas, on va se plaindre, nous, qu'effectivement, il y a une dérive de l'administration. Il peut y avoir une dérive du chiffre, c'est pareil, la dictature des nombres, hein, c'est bien connu. Donc, si vous voulez, si le médecin ne réagit pas, il y a danger. De là l'importance d'avoir des médecins qui donnent dans les sciences humaines et sociales. Je ne peux qu'être d'accord avec ce que dit Michel Goldman, d'avoir des formations mixtes, des formations de médecins informaticiens, certes, ou experts dans les domaines algorithmiques, mais aussi des médecins qui se penchent sur ces problèmes de société, de façon à ce que l'incidence politique puisse être, je dirais, tenue par des gens qui ont réfléchi sur ces problèmes-là. Et pensez-vous que cette horizontalité à laquelle nous faisions référence il y a quelques instants, cette relation nouvelle entre vous et moi, puisse être, enfin vous et moi, entre nous tous et les médecins, puisse être un bouclier précisément dans cet enjeu de résistance à une machine qui pourrait être impitoyable? Je pense que tout ce qui effectivement aboutira à une réflexion constructive, mais une réflexion de fond sera utile. Alors, ce que je crains un tout petit peu au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un mirage du numérique qui fait que, si vous voulez, si vous regardez les grands titres des médias, je veux dire, on met là, je dirais d'abord des fantasmes, pour la plupart du temps, je ne parle pas du transhumanisme, mais même de l'homme réparé, exagéré. Je prends un exemple. Dans Nature, vient de paraître un petit supplément à l'intérieur du journal sur la médecine du futur. Alors évidemment, comme je devais faire ce topo, j'ai regardé ce qu'il en était. Mais je ne vous en ai pas dit un mot. J'en ai pas dit un mot parce que c'est la médecine du surlendemain. Ouais. C'est une médecine qui est fière d'elle-même, autoritaire, qui ne supporte pas une seule minute une réflexion du type de celle que nous menons. Moi, je trouve ça inquiétant. Et en plus, quand vous regardez à la fin de ce petit supplément, vous savez par qui il est payé? Par Merck, qui dit « Tout ce que j'ai fait faire, d'ailleurs à des freelance writers et non pas à des scientifiques, nous le faisons quand même. » Qui va dire dans le même Nature, dans le numéro d'après, que c'est quand même une drôle de manière de présenter des faits? Pour le moins, oui. Bah oui, ben voilà. Dernière chose, parmi tant d'autres, avant peut-être, mesdames et messieurs, avant que nous finissions cette journée, vous puissiez vous aussi poser toutes les questions que vous souhaitez à M. Corvol. Moi, j'ai trouvé très important ce qu'a dit le président Berland en ouvrant
la journée. Nous sommes dans le siècle du savoir, disait-il, nous sommes aussi dans le siècle de la peur. Peut-être d'ailleurs est-elle provoquée par ce vertige de ces technologies incroyables qui nous dépassent, ce médicament qu'on avale et qui est capable d'envoyer un message à notre smartphone, ce qui est absolument invraisemblable. Mais cette peur-là, elle est en train aussi de construire un paysage complexe pour vous les médecins. C'est-à-dire, on ne se vaccine plus, on ne se protège plus, on exprime même une défiance vis-à-vis de ceux qui sont là pour nous soigner. Pas facile. Les créationnistes réapparaissent aux États-Unis de façon incroyable, et pas qu'aux États-Unis d'ailleurs. Voilà, là il y a un phénomène inquiétant, et qui n'est pas paradoxal finalement. Oui, je pense que la peur, elle existe avec la connaissance. Si vous recevez, je ne sais pas si vous avez fait faire, par exemple, votre génome humain. Si vous, bon, d'accord. Alors, j'ai préféré ne pas le lire. Oui, mais mais il y a peut-être un certain nombre de gens qui l'ont fait, qui ont regardé. Ils peuvent avoir peur en voyant qu'il y a des mutations qui leur donnent éventuellement un risque d'eux. Alors, il faut savoir que maintenant, on a des données sur des personnes saines, sur des centaines de milliers, grâce aux études génétiques à large échelle qui sont faites, et qu'il y a à peu près 2 à 4% de mutations létales qu'on trouve chez des gens bien portants, qu'on n'explique pas du tout. C'est absolument passionnant. Oui. Parce qu'il doit y avoir des gènes de contre-régulation, ce qui montre bien, mais en même temps, c'est générateur incroyablement de peur, et de peur justifiée. Vous voyez sur votre... Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, en fait, tous les diagnostics ne sont pas donnés quand vous recevez votre analyse génomique. Si vous recevez votre analyse génomique et que vous êtes par exemple hétérozygote, c'est-à-dire vous avez un seul allèle d'atteinte pour la mucoviscidose, vous ne l'avez pas eu, personne ne l'a eu dans votre famille, très bien. D'ailleurs, vous pouvez vous poser des problèmes, d'accord. Mais ensuite, vous pouvez dire à votre fille qui va se marier avec quelqu'un, si tu as le gène, si tu as hérité de mon gène, sois quand même sûr que ton futur conjoint n'est pas lui aussi un allèle muté sur la mucoviscidose, puisqu'à ce moment-là, vous aurez une chance sur 4 de l'avoir. Donc tout ça est générateur d'anxiété quand même, je veux dire. Alors d'un autre côté, on peut se dire, bah oui, mais là au moins on conduit, on sait où on va. Mais c'est des vrais problèmes de fond de société qu'il nous faut analyser froidement, je dirais, oui. Et une dernière chose, vous avez prononcé le mot de complexité tout à l'heure. Et en effet, les sociologues, Edgar Morin le premier, utilisent beaucoup ce concept de complexité. Mais forcément, comprendre demande aujourd'hui une approche systémique, à peu près de toutes les questions qui se posent à nous. Dans un univers, celui de la médecine, qui a longtemps été cloisonné. Moi, je me souviens d'avoir visité des hôpitaux où on me disait le truc important, c'est le pavillon de cancérologie. Êtes-vous sorti de ce cloisonnement-là? Et y a-t-il pour de bon, M. Goldman l'appelait de ses voeux tout à l'heure, une vraie démarche transdisciplinaire avec la volonté de partager le savoir et la connaissance? Je crois que oui. Enfin, je serais positif et je partage l'avis de Michel Gomac. C'est le sens où nous devons aller pour une raison très simple. C'est que de toute façon, nos patients et nous-mêmes, nous cherchons à savoir. Nos patients nous en apprennent beaucoup et nous posent des tas de questions. La preuve, regardez, il est tard ce soir, il y a encore beaucoup de gens ici. Bien sûr. Et donc, ils ne sont pas partis au moment où j'ai commencé. J'ai regardé pour voir si les gens qui partaient. Donc, c'est dire, oui, je crois que nous sommes poussés, en quelque sorte, à un surcroît de connaissances qu'il va falloir gérer intelligemment, avec finesse, avec empathie aussi. Avec envie. Et oui, à vous regarder, on sent cette envie-là. Ah oui, je crois que c'est vraiment absolument fondamental. C'est ça qui est plaisant. C'était ça qui était plaisant au Collège de France, faire passer, je dirais, un niveau supérieur de réflexion et emmener un certain nombre de gens dans ce sillage pour progresser ensemble. Bien. Peut-être, Yves Bisson, peut-on garder quelques minutes? Une journée, enfin, absolument passionnante, vous écoutez tous, mais qui pose décidément bien des questions. Justement, puisqu'on parle de l'évidence-based médecine, il faudrait vraiment Moi, je suis médecin généraliste, donc je pense qu'il faut aller doucement avec tout ça. La population que je soigne, qui est dans le coin, qui est tout à fait basique, je dirais, elle n'est pas du tout prête à tout ça, quoi. J'ai l'impression qu'on va créer de plusieurs médecines et plusieurs accès à la médecine. On est déjà en train de dire aux gens qu'il y a des risques avec le tabac et tout ça, où ils ne sont pas émotionnellement capables de le gérer, de le prendre en compte. Et alors, je ne parle pas de la thérapeutique, je parle de la prédiction des maladies. Je pense que ça, vraiment, aller doucement, réaliser que,
émotionnellement, on a un cerveau qui n'est pas que scientifique, qui est essentiellement émotionnel. C'est pas du tout rationnel la façon de réagir des gens, à part de créer des pathologies suicidaires et des augmentations des antidépresseurs. Il faut vraiment analyser beaucoup de choses. On n'est pas prêt, grande dame de la population n'est pas prête actuellement, c'est un fait, c'est pas que j'ai pas envie, hein, c'est un fait. Il faut faire très attention, sinon je pense qu'on va faire des dégâts énormes. En plus, avec le système économique qui est là, j'ai grand peur qu'on crée de la surmédicalisation, de la surmédicamentation et surtout des pauvres gens qui seront complètement à côté. Tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est très difficile pour les jeunes, effectivement, de comprendre, ou pour des gens qui ne se projettent pas dans le futur, parce que le problème, c'est l'immédiat pour eux. Donc, leur faire comprendre de ne pas fumer, pas prendre tel ou tel risque, il faut adapter absolument. Mais c'est vrai, il faut approprier en quelque sorte son discours et sa réflexion et les propositions en fonction de celui qu'on a en face de nous. C'est notre mission. Je suis d'accord avec vous, bien sûr. Monsieur, allez-y, vous avez le micro. Oui, je voulais intervenir un peu dans le même domaine. Et je pense qu'en France, c'est vrai que la médecine, et même dans le monde, a une très bonne réputation. Je pense au niveau des développements des médicaments, par exemple, aussi du dépistage. Mais la question que je voulais vous poser, c'est pour la prévention. Est-ce que vous pensez vraiment que notre système sanitaire est à la bonne hauteur pour la prévention? Alors je vois sur le tabac, il y a vraiment une action de prévention qui est indéniable. Mais je pense à l'alcool, je pense au diabète, je pense à l'hypertension. Est-ce que notre système est vraiment à la bonne hauteur sur ces problèmes de sécurité sanitaire, je veux dire dès la jeunesse, etc., pour expliquer les dangers? Et là, c'est le contraire du développement des médicaments, c'est-à-dire essayer justement de faire que les gens, tout au long de leur vie, aient la meilleure attitude. Peut-être que c'est un rêve fou, mais je vois sur le tabac, il y a vraiment un combat qui a été mené. Je ne suis pas certain qu'il soit mené, mais qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, il y a 60 000 morts par an en France dû au tabagisme, du fait notamment de morts subites et d'infarctus du myocarde. C'est ça le tabac, 60 000 morts. À côté de ça, vous avez une industrie cigarettière qui a combattu, mais alors à fond, l'aspect nocif du tabac dans le domaine du cancer, dans le domaine du cardiovasculaire. Donc il y a eu une décision politique, il y a des décisions politiques. Progressivement, on a diminué, je dirais, un peu, mais pas suffisamment, bien sûr. Donc il y a une décision politique. Il y a une décision politique par derrière. Le problème, c'est que, l'addiction est tellement bien orchestrée par, à l'heure actuelle, l'industrie, avec les bénéfices que nous connaissons, c'est que s'il n'y a pas une volonté politique forte, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Donc je ne peux dire que malheureusement, il faut aller au paquet de tabac à peut-être 10 €, etc., etc. Je ne suis pas un spécialiste, mais il y a un vrai problème. Parlons de la médecine du futur, mais nous pouvons constater aujourd'hui une médecine à 2 vitesses. Donc comment envisager la médecine du futur avec cette base-là? Vous voulez dire les 2 vitesses en termes de socio-économique, de ressources, aussi bien entendu, vous avez raison, il n'y a qu'à regarder, on connaît les cartes de France par exemple, il y a des régions, c'est pas la vôtre, qui est la plus exposée malheureusement aux maladies, aux suicides et aux accidents de la route. Vous savez que c'est la région du Nord qui est beaucoup plus exposée que la région Aix-Marseille, la région PACA d'une manière générale. Donc il y a des inégalités professionnelles, socio-culturelles qui sont parfaitement établies. Et c'est pour ça que promouvoir la prévention, promouvoir une médecine réfléchie sur le futur, c'est obligatoirement passer par une éducation à l'école très tôt, de façon à ce que les choses puissent être au moins connues de la part des plus jeunes et propagées par la suite. C'est fondamental, avec la réduction des inégalités socio-professionnelles. C'est absolument clair, c'est dans tous les pays du monde. En France, on a été relativement tardif à le repérer. C'est au Royaume-Uni que le plus rapidement, ceci s'était mis en évidence.
Madame, vous avez le micro, allez-y. Sur la prévention du diabète et faire simplement une constatation. Quand j'ai fait mes études, je suis Béatrice, infirmière en addictologie et naturopathe. Quand j'ai fait mes études d'infirmière, les normes en sucre, glycémie, étaient de l'ordre de 0,70, 0,80. À présent, elles sont tolérées jusqu'à 1,20. À un moment donné, j'ai quitté l'hôpital, la clinique, tout ça, pour faire du libéral. Et quand je suis revenue à l'hôpital, on m'a dit, voilà, tu vas t'occuper dans la salle à manger, c'était à ce moment-là, de ces gens-là, ce sont les diabétiques, il faut les faire manger. Et j'étais très étonnée de voir qu'ils avaient une dizaine de tranches de pain à manger. J'ai dit, mais comment on fait plus de régime? Non, on fait plus de régime, ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Et j'ai même entendu, désolé pour ceux qui sont là, un médecin nous dire, mais si, maintenant ils peuvent manger des pâtisseries et tout. On était très offusqués, une amie et moi qui était infirmière aussi. J'ai plutôt vu les choses dans l'autre sens, parce que pour l'hypertension artérielle, ça par contre, je peux vous donner des chiffres très précis. On a estimé que la pression artérielle normale était à 14,9, pour faire simple. Et puis, de grandes études ont été menées, et progressivement, les chiffres ont été rabaissés. C'est-à-dire qu'on a dit, c'est 13,5, 8,5, voire 13,8. Et quand vous voyez les nombres de patients que ceci inclut, avec le prix des médicaments, vous voyez en même temps l'explosion, l'intérêt pour l'industrie pharmaceutique de décaler, je dirais, les valeurs, avec en même temps tout ce que je viens de vous dire sur la difficulté de fixer un seuil. Donc moi, je suis extrêmement vigilant. À l'heure actuelle, il y a peut-être, d'ailleurs, il y a une discussion pour savoir le bien fondé de tout cela qui touche la communauté mondiale. C'est une manière de voir les choses, mais je dois dire que je suis très soucieux de la force de l'industrie pharmaceutique sur les experts. Et là, on rejoint les problèmes de lien, sinon de conflit d'intérêts, dans le domaine. Alors, quand on fait de la recherche fondamentale comme je le fais, ça va, je peux dire que je n'ai pas de lien d'intérêt. Mais un médecin qui n'a pas de lien d'intérêt, d'une manière ou d'une autre, c'est rare, parce qu'obligatoirement, il peut avoir un lien d'intérêt quelque part. Donc c'est difficile, hein, surtout quand on est expert. Madame, allez-y, vous avez le micro. Si on revient sur les questions big data et donc la sécurité des données personnelles, le risque de passage donc, dans les mains des assureurs et de statistiques pas à des fins médicales, est-ce qu'il existe une preuve scientifique de la supériorité du diagnostic qui sera porté une fois que tous ces moyens seront mis en œuvre par rapport au vôtre seul? En parallèle, en prenant en compte le fait que tous ces moyens de gestion de big data vont consommer une énergie qu'on a de moins en moins, des matières premières qu'on a de plus en plus de mal à sourcer, et sachant qu'on a aussi moins de moyens et qu'on a par contre des besoins clairement émergents en augmentation du nombre d'IRM disponibles, en augmentation du nombre d'examens de médecine nucléaire disponibles une fois que les diagnostics ont été faits. Est-ce que la part des choses a été vraiment scientifiquement prouvée? Est-ce qu'il y a un avantage par rapport à vous, à laisser faire une machine? Vous posez une question absolument clé et que je ne vais pas éluder, qui est le service médical rendu. Est-ce que c'est un progrès ou pas? Eh bien, on n'a pas la preuve. Ça, alors là, ça c'est clair. Et d'ailleurs, dans les dernières recommandations de l'Académie nationale de médecine sur le sujet, ils disent bien que la priorité des priorités, c'est de montrer quel est effectivement le service médical rendu. Et donc, je ne peux pas vous répondre, mais je pense que votre question est absolument justifiée. Je me dis quand même que sur l'environnement, où c'est tellement difficile de pouvoir apprécier les nombreux facteurs environnementaux qui peuvent influencer la santé, en bien ou en mal, que sans doute dans ce domaine-là, j'attends plus que dans d'autres domaines. Mais je suis peut-être naïf. Voilà. Je retiens ce que vous avez dit tout à l'heure qui est important, ce que vous accordez comme priorité au raisonnement probabiliste. Or, ce sont les machines de calcul les plus performantes qui permettront d'avoir la meilleure réponse possible. Donc d'une part, il y a possiblement cet avantage. De l'autre, et je partage tout à fait sinon votre inquiétude, en tout cas la partie de votre question, l'invisibilité de ce qui nous attend. Et d'ailleurs, c'était charmant parce qu'il a un charme fou quand il parle. Yves Copin se disait la même chose. Ah oui, oui. Yves Copin se disait, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que sera le monde de demain, et apparemment vous non plus. C'est pas mal de finir comme ça, parce que le principe d'incertitude, ça fait pas de mal de temps à autre. Hein. Mesdames, Messieurs, merci. C'était une journée magnifique.
Magnifique.